Bonjour et bienvenue à la réunion de Chantier de France spéciale location. Ce matin, nous vous proposons deux tables rondes. La première a pour sujet les nouveaux risques auxquels les loueurs sont confrontés. La seconde traitera de l'optimisation du parc dans les circonstances économiques actuelles. Avant de vous présenter mes invités de la première table ronde, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat. Nous y répondrons en fin d'émission. Avec nous ce matin pour discuter des nouveaux risques auxquels les loueurs sont confrontés, Isabelle Vigneault. Bonjour Isabelle. Bonjour. Présidente de la société CEL, loueur en Île-de-France et dans le département 91 en particulier. Dominique Siravenia. Bonjour Dominique. Bonjour. Directeur de la sûreté et du contrôle interne du groupe Kiloutou. Bienvenue. Capitaine Olivier. Bonjour, bonjour. Chef du PIV au sein de la gendarmerie. C'est vous qui êtes maintenant en charge des questions de vol au sein notamment de la commission Altovol initiée par DLR. Tout à fait. Et David Babin, directeur de Coyote Business Services, ex-UbiOne. Oui. Bienvenue. Je pense que vous aurez quelques solutions techniques et technologiques à proposer à nos invités. Bien sûr. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif des débats, je vais demander au capitaine Olivier de nous présenter un petit peu les grands enjeux du vol. Qu'est-ce que aujourd'hui représentent ces nouveaux risques auxquels les loueurs sont confrontés? En fait, la filière des engins de chantier subit à la fois des vols et des escroqueries qui représentent au final un gros préjudice financier. Et ce phénomène se complexifie puisqu'on peut avoir autant de criminels organisés, qu'on peut voir aussi dans les trafics de stupéfiants, comme le vol d'opportunité sur un chantier, voilà, une mini-pelle qui est disponible, on la prend et on s'en va. Donc, pour savoir sur quel groupe criminel on s'organise, est-ce que c'est quelque chose d'organisé ou est-ce que c'est un vol d'opportunité, voilà, c'est la complexité de ces affaires. À propos de vol, Isabelle, vous avez été confrontée en début d'année à plusieurs... Oui. Deux vols conséquents. Bon, des vols réguliers, on va dire, du petit matériel, malheureusement, ça existe depuis des années et ça ne change pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des vols conséquents de matériel, véhicules terrestres à moteur, type mini-pelle, et pas que de la petite pelle 1,5 tonne ou 2 tonnes qui peut être mise sur une remorque, mais même de la pelle 5 tonnes qui nécessite un poids lourd. Dans quelles circonstances ces machines ont été volées? La nuit, principalement. Pas forcément le week-end. Maintenant, c'est aussi en semaine. Et, sur le chantier, dans vos agences? Non, sur les chantiers. C'est souvent des chantiers urbains, sans gardiennage. Et effectivement, dans ces cas-là, le matériel est facilement prenable, on va dire. Dominique, sur le périmètre du groupe Kiloutou, comment vous appréhendez ces nouveaux risques et quelle stratégie vous avez mis en œuvre? L'analyse est très simple, donc en partant du postulat qu'expliquait le capitaine, et je suis complètement en phase avec ce que dit le capitaine, à savoir 3 typologies pour nous de problématiques. D'une part, l'usurpation d'identité, donc ce que nous on appelle l'escroquerie. Donc on va mettre des procédures et des process en place pour éviter ces escroqueries. La deuxième problématique, c'est le vol en agence, enfin, le cambriolage nocturne ou le week-end, lorsque notre agence est fermée. Et puis le cambriolage, mais sur chantier. Donc en fonction de ces 3 typologies de problèmes, on ne va pas appréhender en fait la menace avec les mêmes outils. Est-ce que la menace justement se déplace? Par exemple, le vol de matériel avec les solutions maintenant dissuasives que vous pouvez mettre en œuvre, les malfaiseurs étant plus enclins peut-être à faire des faux papiers, à faire de l'escroquerie à l'identité. Comment ça se passe? Alors avec les nouvelles technologies d'information et de communication, les fameuses NTIC, mais notamment l'intelligence artificielle, effectivement la menace est protéiforme. Encore une fois, on a affaire à des gens qui peuvent être extrêmement bien organisés, à des filières criminelles qui n'hésitent pas à prendre la route et à passer les frontières. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle, ils sont tout à fait capables de réaliser des faux documents sous un support style une table blanche ou en bois et tromper et susceptible de tromper nos collaborateurs dans la location du matériel. Encore une fois, on a des outils qui permettent qui permettent en tous les cas la détection, mais on est à l'abri de rien du tout, quoi.
Devant cette menace, comme il a été dit, proséiforme, comment vous vous organisez? Quelles sont les priorités d'action des forces de l'ordre? Alors, la priorité, c'est effectivement de détecter au final la véracité du document fourni, parce que c'est la base de tout, surtout enfin, pour les escroqueries, puisque c'est en général c'est le plus répandu et c'est ce qui entraîne le plus de préjudice. Donc c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a un site internet franceidentité.gouv.fr qui permet en fait pour la personne qui veut louer ou qui veut passer une commande d'un engin de chantier de créer un compte. Alors c'est un peu c'est sécurisé, donc de créer un compte, mais ça nécessite d'avoir une carte d'identité nouveau format. Il faut se connecter avec France Connect et via ce compte, la personne peut prouver son identité en donnant un document au professionnel des engins de chantier, et ce professionnel a la possibilité, via ce même site, de vérifier que le document provient bien de cette plateforme. Et donc voilà, donc c'est une possibilité qui a été donnée de vérifier plus strictement l'identité de la personne qui fait les démarches. Donc je pense que là, ça peut aider la profession. C'est une première réponse, en tout cas, une première voilà. Aide tout à fait. Concrète que les loueurs ont à leur disposition. Vous faisiez mention des vols le week-end, mais pas seulement le week-end. David, avez-vous quelques données à nous communiquer de ce... Oui, enfin, effectivement, je confirme le phénomène. Le phénomène, alors déjà, il s'amplifie en 2025, nous concernant. On est à 4 fois plus, à un taux 4 fois supérieur à celui de l'année dernière en termes de vol sur le premier trimestre 2025. Donc c'est inquiétant et il faut toujours être à la hauteur d'apporter une réponse à nos clients. C'est pas évident, on y met beaucoup de moyens. Le phénomène aujourd'hui, il touche l'ensemble des entreprises du BTP, en particulier celles qui ont du matériel. On est sur une topologie de nombre d'entreprises qui est autour de 15 000 au niveau national, et on estime le préjudice en France à 500 millions d'euros à peu près. Donc c'est quand même un phénomène qui est extrêmement important. Voilà, donc nous on constate des vols particulièrement le week-end. C'est la moitié des vols qui se produisent le week-end. Et principalement la nuit, que ce soit alors en semaine, mais aussi le week-end. Et le problème auquel on est confronté de plus en plus aujourd'hui, c'est le délai de réaction de nos clients entre le moment où la machine est effectivement volée et le moment où ils vont nous faire intervenir. Donc il y a un enjeu aujourd'hui d'accélérer la partie dépôt de plainte notamment, et puis donner des moyens à nos clients de révéler lors du week-end qu'il y a un vol. Je précise que vous êtes tous membres de la commission Altovol qui a été créée par la Fédération professionnelle DLR. Capitaine, avant la création de cette commission dans laquelle vous êtes complètement impliqué, est-ce que les matériels de chantier étaient dans vos radars ? Alors, oui, fatalement, puisqu'on s'est aperçu que de la récurrence de ce type de vol. Après, nous, la problématique qu'on avait, c'est un peu comment identifier le propriétaire de la machine, de l'engin. Et c'est une problématique qui demeure, puisque bien souvent on s'est aperçu que lors des dépôts de plainte, c'est le numéro de parc qui a été donné pour identifier la machine, et non pas le numéro de série. Donc voilà, on s'est un peu calé, on va dire, pour que lors de la plainte, ce soit véritablement le numéro de série qui soit intégré dans les bases internationales de vol, ce qui permet l'identification plus facile de l'engin volé. Mais actuellement, effectivement, ce serait intéressant qu'on ait une base, qu'on sache à quel numéro de série appartient, enfin, à quelle personne appartient l'engin de tel numéro de série, par exemple. Le dépôt de plainte, c'est un enjeu particulier. Isabelle, quand vous déclarez les vols au commissariat, est-ce que vous avez en face de vous un interlocuteur qui
comprends votre... Hélas, non. Non. Hélas, non, parce que déjà, quand on parle de mini-pelle ou de compacteur, forcément, la police ne connaît pas forcément le matériel. Après, il y a un deuxième souci, c'est qu'on nous demande tout de suite le numéro d'immatriculation. Et là, quand on dit qu'il n'y a pas de numéro d'immatriculation, on nous regarde avec des yeux, mais qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et puis souvent, il y a aussi un autre problème avec le numéro de série, il y a le numéro de moteur. Il faut identifier le bon numéro et pas se tromper entre numéro de série et numéro de moteur. Donc non, on est confronté à des gens qui connaissent pas notre problème. On va s'arrêter sur la couleur de la machine. C'est pas forcément l'essentiel. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une mini-pelle et c'est normal, hein, tout le monde ne sait pas. Donc oui, on est confronté à un mur. On sait bien que c'est juste pour avoir un dépôt de plainte, pour aller voir l'assurance, mais c'est souvent, malheureusement, ça s'arrête souvent là. Alors, le jaune qui loue tout est très visible. Cependant, toutes les machines jaunes ne sont pas des machines qui louent tout. Comment vous vous organisez, notamment en France, pour avoir une démarche très structurée dès lors qu'une machine est déclarée volée? Alors, avant de la déclarer volée, l'objectif, c'est qu'elle ne se fasse pas voler. Donc, il y a 3 phases. Il y a le avant, le pendant et le après. La phase que l'on souhaite tous se passer, c'est le après. Donc le avant, on fait quoi justement pour pas qu'elle soit volée? Donc la mise en place des procédures, la mise en place aussi de protection dite mécanique, éventuellement la mise en place de protection dite électronique, la mise en place de procédures de vérification et de contrôle. Le pendant, je fais quoi lorsque ma machine part, est-ce que je peux la détecter ou pas? Le fameux dépôt de plainte, est-ce que j'ai sensibilisé mes collaborateurs sur comment déposer plainte auprès des forces de l'ordre en précisant le numéro de série, pas notre numéro, pour que ce numéro de série soit noté dans le fameux FOVES, dans le fichier des objets des véhicules dits signalés, auquel cas ça sera très difficile de les bloquer lors d'un passage d'une frontière. Et le après, je fais quoi lorsque ma machine elle a été signalée volée, et comment je fais pour la détecter, savoir où elle se trouve, et comment je fais pour éventuellement la récupérer. Et ça, c'est toute une organisation à avoir, et une complexité aussi en matière de rapidité dans la détection, dans le dépôt de plainte et dans la collaboration interservices, parce que encore une fois, le lieu où elle a été volée, ça peut être une zone gendarmerie. Le lieu où elle est retrouvée, ça peut être une zone police ou une autre zone, c'est-à-dire à l'étranger. Et s'ils sont interpellés, la zone parquet qui va être encore différente. Donc c'est encore toute la complexité du millefeuille administratif français. Il faut faire avec, mais on fait avec. Vous êtes implanté dans différents pays européens. Est-ce qu'il y a un mode opératoire, on va dire, harmonisé dans ce domaine-là? Alors, d'un point de vue Kiloutou, oui. D'un point de vue Kiloutou, oui. D'un point de vue criminel aussi. Puisque toute organisation, de par le terme déjà, est organisée. Et oui, Kiloutou s'organise au niveau du groupe. Il est évident, en fonction de la spécificité du pays, on va l'adapter. Mais globalement, un vol reste un vol partout dans le monde, quoi. David, vous constatez que ces machines ont tendance à rapidement quitter le territoire national? Alors, oui, en tout cas, nos chances de découverte, aujourd'hui, on est à un taux de récupération des machines de l'ordre de 70%. C'est moins bien que sur des véhicules légers, hein. Le groupe travaille depuis longtemps dans ces domaines-là, et on est plutôt à plus de 90% de récupération de véhicules légers. Donc on voit que sur le BTP, la filière est un peu plus organisée, et potentiellement elle est un peu mieux renseignée sur l'existence de dispositifs. Mais nos chances de réussite, elles sont bien accélérées, bien augmentées, si on intervient dans les 48 heures après le vol. Il y a vraiment un enjeu de procéder à ces 48 heures, parce qu'au-delà de 48 heures, la machine a de fortes chances d'être exportée au mieux dans un pays européen, voire hors Union européenne. Et là, nos chances de récupération sont très amoindries. Pourquoi? Parce qu'elles vont principalement être démantelées
au-delà de cette période et elles vont servir de pièces détachées sur les marchés parallèles. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est d'intervenir dans les 48 heures. C'est pour ça qu'on a développé un ensemble de dispositifs aussi innovants à cet endroit pour permettre à nos clients d'être alertés en temps réel, quasi temps réel, dès lors qu'on détecte un déplacement en dehors d'une zone normale d'activité de la machine. Capitaine, existe-t-il des services analogues aux vôtres dans d'autres pays européens? Et avez-vous des relations avec ces services pour effectivement travailler ensemble contre ces filières? Alors le plateau d'investigation véhicule qui est composé à la fois d'une entité enquête et à la fois d'une entité technique, expertale, n'existe pas en Europe, mais effectivement on a des contacts très réguliers avec nos homologues européens puisqu'on est unique. Voilà, on est les interlocuteurs privilégiés des partenaires européens et on a souvent nos camarades polonais qui nous sollicitent pour tel ou tel engin ou même plus régulièrement sur des véhicules de marque française. Voilà. Donc oui, la communication se fait bien avec nos partenaires européens. Globalement. Très bien, oui. Très bien, oui. D'accord. On va voir maintenant quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre dans une société de location, quelle que soit la taille. Isabelle, maintenant que vous êtes confrontée de manière très récurrente au vol notamment, avez-vous mis des dispositifs spécifiques en place? Oui, depuis longtemps on a des dispositifs. Malheureusement, ils sont connus, donc ils sont détectés. Je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir un dispositif dans la machine, un dispositif, on va dire une boîte noire, mise en œuvre à partir chez le constructeur. Et là c'est un peu plus efficace que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc vous êtes pour les dispositifs montés en usine, oui, chez le constructeur? Ils sont déjà beaucoup plus intégrés dans la machine, donc c'est moins difficile à enlever, puisque souvent les dispositifs après que l'on met sur les machines sont des dispositifs filaires. Et un dispositif filaire, forcément, on arrive à retrouver, en général, on arrive à le retrouver. Est-ce que selon les constructeurs, certains proposent des solutions plus abouties? Est-ce que ça vous a incité à changer, ou en tout cas à migrer vers ces constructeurs? Oui, aujourd'hui, il y a quand même des marques qui ont des dispositifs intégrés qui ont l'air d'être, pour le moment, assez fiables. Notamment sur les mini-pelles, puisque c'est l'un des produits... Notamment sur les mini-pelles, oui, parce que c'est notamment le produit phare en termes de vol aujourd'hui. Dominique, vous partagez cette approche? Alors je suis beaucoup plus prudent sur ce dispositif-là, puisque en fait pour moi la lutte contre le vol, elle s'opère d'une manière générale. Le vol est protéiforme, la lutte contre le vol doit être aussi protéiforme. On ne peut pas uniquement l'aborder sous l'angle de la géolocalisation par exemple. Et elle doit être abordée sous l'angle de la formation, de la sensibilisation, de la protection, je l'ai dit, mécanique, mais pas que. Ne serait-ce que comment je fais pour livrer une machine et comment je la laisse de façon en toute sécurité sur un chantier avant que mon client ne puisse la récupérer, comment je viens la récupérer, et après effectivement la partie géolocalisation, à mon sens, elle ne doit pas être faite. Elle peut être faite à la source, mais il faut que le système, aujourd'hui, on puisse se battre, et j'espère que Coyote va aller dans ce sens-là, pour qu'il y ait une norme et pas une solution, mais que ce soit normé de façon à donner la possibilité à chaque constructeur, en tous les cas, de mettre sa typologie de matériel, et que le matériel puisse se parler entre eux, c'est-à-dire que ce ne soit pas un fabricant qui dise ben voilà, moi j'ai cette solution-là, ce qui voudrait dire que 30 fabricants, 30 solutions, et que ce soit pour les forces de l'ordre comme pour le client final, nous, c'est juste pas possible à gérer, quoi. Pour l'instant, l'absence de normes, pour vous, constitue un frein? Pour être efficace en matière de sûreté, il faut être simple. Et là, aujourd'hui, on ne l'est pas forcément.
David, la simplicité, est-ce que c'est ce qui caractérise la solution Coyote? Alors, c'est d'ailleurs toute la raison pour laquelle on fait partie de la commission Altovol qui a été montée par la Fédération des LR. On participe aussi à des ateliers de normatifs, notamment pour les véhicules légers. Donc, c'est des travaux qui sont en cours, avec le concours notamment des assurances. Donc, oui, on va y venir, inévitablement. Pourquoi? Parce que on est leader aujourd'hui sur les solutions de récupération après vol et que notre devoir, c'est d'éclairer au mieux et d'apporter une solution concrète à nos clients. Non, il faut distinguer aussi 3 catégories de solutions, parce que probablement que certains de nos auditeurs se posent des questions, mais il y a les solutions de première monte qui sont évoquées. Donc effectivement, la solution de première monte, elle a un avantage énorme, c'est qu'elle est intégrée dans la machine, c'est qu'elle est au plus profond de la machine. Donc ça, c'est son avantage, mais son inconvénient, c'est qu'elle est montée en série. Et que dès lors que les réseaux de vol sont organisés et trouvent le moyen informatiquement de procéder à la désactivation du système, c'est foutu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les véhicules légers, et même les véhicules haut de gamme ont des dispositifs d'immobilisation du véhicule. Évidemment, aujourd'hui, les filières de vol un peu organisées ont trouvé le moyen d'enlever ça. Deuxième famille de solutions de géolocalisation, c'est les boîtiers filaires qu'on met en outil de gestion. Avantage, ils sont simples à mettre en œuvre. Inconvénient, on les découvre très facilement. Et enfin, vient une 3e catégorie, et celle sur laquelle on opère, c'est l'alliance de l'humain et de la technologie. La technologie seule ne répond pas à ce problème-là. Il faut de l'intelligence humaine, et notre réseau de détectives est là pour justement procéder au dernier kilomètre à la découverte des machines qui sont souvent planquées. On viendra à cette spécificité de vos solutions. Capitaine Olivier, vous avez en face de vous des loueurs. Ce ne sont pas ni des professionnels de l'enquête, ce ne sont pas non plus des professionnels de la détection de faux documents. Quelles sont les bonnes pratiques simples, comme l'a souligné Dominique, à leur proposer pour éviter au maximum ces risques-là? Alors, éviter au maximum, c'est assez compliqué. Comme il n'y a pas de solution ultime, effectivement, je pense que c'est à chaque étape de l'allocation d'engins ça peut. Faut faire attention à chaque étape, que ce soit à la commande, donc comme je l'ai dit, s'assurer de l'identité grâce à possiblement le site France Identité. Ensuite, essayer au niveau de la livraison, ne pas livrer au milieu d'un champ, par exemple. C'est contraignant pour la profession, mais voilà. Sinon, comme je l'ai dit, au niveau de la plainte, bien donner le numéro de série de façon à ce que dans toute l'Europe, on puisse dire ce véhicule est bien volé en France. Et donc d'ailleurs, c'est le rôle du plateau d'investigation véhicule dans la commission Altovol, c'est de faire l'interface effectivement entre les policiers et gendarmes français et la fédération pour justement distribuer un vadémécum, on va dire, pour que ces engins volés puissent correctement remonter en base, parce que c'est la base de tout, et grâce à ça, les polices européennes sauront que le véhicule est... Là, c'est l'un des premiers résultats effectifs de cette commission. Qu'est-ce que contient ce vadémécum? En fait, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas un véhicule immatriculé. Donc, effectivement, quand un policier ou un gendarme demande l'immatriculation et que finalement il n'a qu'un numéro de série, il peut être un peu déstabilisé. On s'est attaché à expliquer, menu déroulant par menu déroulant, comment faire remonter correctement l'information. Parce que c'est la base de tout. Donc voilà, on a vraiment fait un pas à pas qu'on a distribué aux professionnels de la filière pour qu'ils amènent, même lorsqu'ils déposent plainte, ce vadémécum aux policiers ou aux gendarmes, et qu'il n'y a plus qu'à remplir les champs qui l'intéressent pour s'assurer de ça. Donc maintenant, les loueurs ont à disposition un document qui correspond déjà à leur machine, où ils peuvent effectivement
Voilà, de façon à orienter le policier ou le gendarme pour être efficace. D'accord, on a beaucoup parlé de matériel, on a parlé technologie, il faut parler aussi des collaborateurs. Est-ce que vous les sensibilisez à ces risques-là? Est-ce qu'ils sont réceptifs à votre mise en garde? Alors oui, ils sont réceptifs, ils sont sensibilisés bien sûr. Après, chez nous, en général, chez les petits loueurs, le problème du vol n'est pas essentiellement en agence, il est essentiellement sur le chantier. Donc à partir du moment où on a laissé une machine sur le chantier, bien sûr que les chauffeurs font très attention, ils essayent de cacher les clés, forcément les codes ne sont pas divulgués comme ça sur un petit papier, mais à partir du moment où vous avez laissé la machine, on n'en est plus maître, jusqu'au moment où on viendra la chercher. Après, il faut aussi que nos clients soient sensibles au problème du vol. J'ai envie de vous dire, quand il y a un vol, quand on demande sur les chantiers à ce qu'ils aillent faire un dépôt de plainte rapidement, les clients, ils ne sont pas sensibilisés du tout à ça. Donc, pour eux, c'est une perte de temps et malheureusement, c'est aussi un sujet. Sont-ils plus réceptifs chez vous, Dominique? En matière de collaborateurs? Collaborateurs et clients. Donc 6 000 collaborateurs à peu près, 5 000 pour la France. Bien évidemment, il faut diffuser une culture de l'information, de la communication et de la sensibilisation sur ces problématiques-là. Toucher 5 000 collaborateurs, c'est pas facile. On a des outils aussi d'information. On travaille beaucoup avec notre service communication pour justement diffuser l'information juste. Lorsqu'on a des tentatives de fraude ou des problématiques de vol sur chantier, on fait des analyses mensuelles sur les hotspots, donc les lieux à risque, et on est capable d'analyser aussi jusqu'aux clients à risque en fonction du chiffre d'affaires et du vol aussi, ce qui nous permet d'envisager aussi des programmes de sensibilisation directement auprès de nos clients, puisque matériel qui est volé, c'est aussi un chantier qui est retardé. C'est une perte d'exploitation. Enfin, c'est pas uniquement le vol simple de la valeur de la machine, c'est beaucoup de choses derrière qui en découlent, quoi. À travers votre réseau, vous êtes également exposé. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour protéger au mieux vos agences et notamment les parcs extérieurs? Encore une fois, on parle de cambriolage là, par un particulier. On ne va pas protéger de la même manière une cible. Donc la cible étant la machine lorsqu'elle est sur un chantier et la cible qui est du coup l'agence et de par la même occasion nos collaborateurs. Donc on va aborder la protection sur deux angles. L'angle dit mécanique qui va retarder l'intrusion. Et l'angle électronique qui va faire qu'on va alerter de cette intrusion. Et derrière, tout un process, puisque si une alarme sonne mais qu'elle est reliée à rien, ça sonnera dans le vide, ça ne servira à rien. Et si elle est reliée à un opérateur en télésurveillance, par exemple, mais qui n'a pas des procédures justes, ça servira aussi à rien. Donc c'est tout un programme à mettre en place, y compris de procédures vis-à-vis de la télésurveillance ou de la vidéosurveillance, mais aussi de nos collaborateurs, puisque tout système d'alarme ne peut être valable que s'il est activé le soir, quoi. Vous avez procédé par acquisition dans différents pays européens. Est-ce qu'à travers des partages d'expériences, vous avez importé, entre guillemets, des bonnes pratiques et des parades que vous jugez très intéressantes venant de Pologne, de Danemark, d'Allemagne, en France? Alors, je dois reconnaître que la France en est un peu plus avancée pour différentes raisons. Déjà parce que lorsqu'on fait des acquisitions, on n'a pas la même taille. Donc on n'est pas exposé au risque de la même manière. La visibilité d'une enseigne comme la nôtre et la visibilité d'une plus petite enseigne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les mêmes risques, mais c'est pas la même non plus, l'impact sera différent. Donc c'est plutôt expliquer que lorsqu'on a une répercussion, une problématique dans un pays, elle peut se transférer sur un autre pays. Puisque le risque en lui-même, si on utilise du matériel et que l'on va voler ce matériel et l'utiliser en tant qu'arme par destination, il y a aussi un impact réputationnel qui peut être important, qui sera aussi un enjeu considérable pour nous, et on doit l'anticiper, on se prépare à ça, donc on l'assume et on le gère.
Est-ce que, selon vous, il y a un avant et après création de cette commission Altovol au sein de DLR? Est-ce qu'auparavant, vous aviez déjà le réflexe de travailler un petit peu en collaboration avec d'autres enseignes de location? Est-ce qu'à travers la commission, là, ça devient beaucoup plus institutionnalisé? Alors, il y a une différence de travailler avec 2, 3 et avec quasi la totalité. L'information... Vous savez, je ne vais pas citer Sun Tzu, mais quand même, le général qui gagne la guerre, c'est le général le mieux informé. Eh bien, c'est le cas. Lorsqu'on a un loueur qui se fait voler du matériel ou une tentative d'escroquerie et qu'il informe l'ensemble de la profession, on est tous sur le qui-vive. L'information, capitaine Olivier, c'est en partie votre métier. Est-ce que vous privilégiez l'information très en amont au niveau des grandes structures trans-européennes, ou est-ce que également le travail de terrain constitue une source d'information et peut-être d'anticipation de passage à l'action de certaines filières? Oui, le renseignement de terrain est primordial, effectivement, parce que ce sont les personnes qui sont en première ligne qui peuvent nous donner des informations, et effectivement, c'est grâce à ça que, ça peut être une des solutions pour lutter contre ces vols, oui, c'est de faire remonter l'information et qu'elle soit diffusée le plus largement possible. Oui. Lorsque on vous remonte des cas, est-ce que la réaction des loueurs, on parle de loueurs ce matin, mais on peut également élargir aux entreprises de travaux publics, est-ce qu'elles sont suffisamment réactives une fois que le vol ou l'usurpation d'identité ou un autre risque est défini? Oui, tout à fait. On aura, grâce à DLR, effectivement, on constate que l'information remonte beaucoup plus vite, oui. Tout à fait. Et pour vous, c'est prépondérant? Oui, ça fait partie des éléments? Oui, tout à fait. Plus la filière est informée que telle entité a déjà commis une escroquerie auprès d'un autre membre de la filière, plus l'information se diffuse vite et mieux c'est pour tout le monde. David, plus vos enquêteurs de terrain agissent, puisque vous les déclenchez une fois que vous avez repéré le matériel volé, plus ils ont des chances effectivement de pouvoir restituer le bien à son propriétaire? Oui, alors on intervient plutôt, nous, après le dépôt de plainte. C'est-à-dire qu'au moment de la pré-plainte, nos clients nous appellent, donc 24/24, 7 jours sur 7. Là, on va activer des moyens technologiques nous permettant de faciliter la récupération. Mais malheureusement, on ne peut intervenir qu'après le dépôt de plainte. Et pourquoi on n'intervient qu'après le dépôt de plainte? C'est que rapidement, nos détectives vont retrouver la machine et du coup, ils doivent appeler les forces de l'ordre. C'est-à-dire que nos détectives ont pour objet de chercher l'endroit précis où se situe la machine, pas de la remettre à disposition de notre client. Ensuite, elle se concerte avec les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir aussi des opérations dont on n'a pas connaissance et qu'il convient de respecter. Donc on se met à disposition des forces de l'ordre dans cet intervalle. Et on ne peut le faire que s'il y a dépôt de plainte. Sinon, ils vont nous dire on ne peut pas intervenir, on ne peut rien faire. Donc c'est vrai que cette partie-là du process est extrêmement pénible parce qu'un loueur ne peut pas se substituer à son client final pour faire le dépôt de plainte. Je pense que là, l'organe législatif doit intervenir et doit trouver une réponse à ça. Parce que la majorité de notre peine, on va dire, dans l'exécution de notre mission, c'est principalement issu du dépôt de plainte. Une fois que le dépôt de plainte est fait, c'est réglé. Mais comme Isabelle le disait à l'instant, les gendarmeries, les brigades de gendarmerie, les commissariats de police ne sont pas tous formés à la même enseigne en matière d'appréhension de ce phénomène. Donc il faut les former. Donc, il y a des initiatives. Mais la petite brigade du fin fond de la campagne n'est pas forcément au fait des dernières procédures en vigueur. Donc voilà, moi je pense qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est de travailler sur l'accélération du dépôt de plainte en faisant confiance à un professionnel qui n'a pas une machine et qui ne fait pas ça pour se faire plaisir, mais qui a des parcs de milliers d'unités et qui sera obligatoirement exposé au vol. Je dirais un chiffre à cet endroit-là, c'est que dans le BTP, on a 2% de chances d'être exposé au vol. C'est énorme, c'est-à-dire qu'un parc de 100 machines, dans une année, fera l'objet de 2 vols. C'est mathématique. Alors que quand on est particulier, qu'on a une voiture même haut de gamme, on est exposé à 0,4% en matière de vol. Ce sont des chiffres, j'imagine, capitaine, que vous avez en tête. Tout à fait.
qu'est-ce que ça implique dans votre action pour être plus efficace et considérer qu'on a une problématique très filière métier? En fait, c'est quelque chose qu'on traite beaucoup en renseignement, justement, puisque, comme je l'ai dit, c'est grâce au dépôt de plainte qu'on est au courant assez rapidement des phénomènes, et c'est en fonction des éléments recueillis par les unités élémentaires qu'on peut créer du renseignement et informer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ça qui permettra de lutter contre le vol. Et effectivement, c'est tout l'enjeu du plateau d'investigation véhicule de donner, enfin, d'aider en fait les policiers et les gendarmes en fait à traiter ce genre de procédure, parce qu'effectivement ils n'ont pas forcément la sensibilité, et ne serait-ce que de savoir où se trouve le numéro de série et identifier. Donc vous venez en support tout à fait, oui, de vos collègues qui ne sont pas effectivement des spécialistes non plus des matériels. Voilà. L'idée, c'est que quand même avoir des référents, ou en tout cas des spécialistes, au moins dans chaque département, si ce n'est dans chaque gendarmerie. Oui, tout à fait. On a monté une formation au plus large d'identification de véhicules volés. Et dans cette formation, on a une partie qui est identification d'engins de chantier. Donc on l'a ouvert, d'ailleurs on commence au mois de juin là, et donc le but effectivement c'est de former des gens référents un peu dans chaque région, voire dans chaque unité, de façon à ce qu'il y ait au moins cette sensibilité. Ils ne feront pas, ce ne seront pas des experts en la matière, mais au moins ils seront sensibilisés, et puis s'ils ont un problème quelconque à solutionner, on est là en appui. On l'a vu, les matériels ont une valeur importante, une valeur de revente également importante, donc forcément ils sont exposés au vol. La location est par définition aussi un métier très transactionnel, donc ça expose vos sociétés à des risques de cybersécurité. Au niveau du groupe comme Kiloutou, comment vous avez mis des pare-feux et des sécurités à tous les niveaux pour éviter ce genre de fléau? Alors le risque cyber est un problème qui a été pris en considération depuis très longtemps par le groupe. On a une équipe informatique qui fait un travail remarquable, je salue d'ailleurs, parce qu'ils doivent m'écouter. C'est un problème qui a été traité depuis très longtemps, notamment sur le risque de vol, de récupération de données en particulier. Et il est, je reconnais qu'il est très très bien géré chez Kiloutou. Au niveau d'une PME comme CEL, c'est un petit peu plus compliqué. Après, le problème est forcément moins important aussi, mais on essaye de le gérer au mieux avec des gens compétents. Est-ce que vous avez déjà dû tirer une sonnette d'alarme sur un mail Bien sûr. Oui. Oui, évidemment. Oui. Alors on a effectivement en interne un process pour ça. Et puis on fait appel à des professionnels pour nous guider et nous aider. C'est un autre type de risque. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pourriez partager avec les loueurs? Alors le risque cyber, en fait, la base, c'est en fait un risque humain, parce qu'au final, il n'y a pas de malware, enfin de logiciels malveillants. Bon, certains, oui, mais la plupart, c'est parce qu'on a cliqué et qu'on n'aurait pas dû cliquer. Oui. Donc, en fait, c'est ça, c'est la base. Et donc, voilà, faire attention aux mails avec une pièce jointe de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et, enfin, voilà, c'est véritablement sensibiliser les personnes, d'une part, parce que bien souvent c'est là où est la plus grosse faille au final. David, vous remontez énormément de données à travers vos équipements. Comment vous les traitez? Quels sont les éléments pertinents que vous pouvez extraire pour faire évoluer d'une part vos technologies et être encore plus efficace pour vos clients? Alors déjà, alors nous aussi on est exposé au risque cyber, malgré tout. Aujourd'hui, Coyote, c'est 250 collaborateurs. La moitié sont des équipes techniques extrêmement bien formées et compétentes, entre Suresnes, où est le siège de l'entreprise, et Bordeaux.
Donc effectivement, on fait extrêmement attention à la sensibilité des données qu'on collecte, parce que il ne faudrait pas qu'elles tombent dans de mauvaises mains. Donc l'expertise de nos équipes est challengée en permanence, et c'est profitable du coup pour nos clients. Après, notre devoir, nous, c'est de renseigner, d'une part, la fédération auquel on a décidé de s'adosser, le DLR en l'occurrence, où on est capable de remonter certains incidents ou d'accélérer pour nos clients des procédures, surtout lorsque les phénomènes se passent à l'étranger. Voilà, et puis après, renseigner les forces de l'ordre pour trouver ensemble le moyen, et notamment, je parlais de la plainte tout à l'heure, voilà, notamment expliquer par des chiffres les phénomènes auxquels nos clients sont confrontés. Il y a un élément dont on n'a pas parlé en termes de risque, alors qui n'est pas du coup lié au risque cyber, mais c'est que seulement 25% des clients aujourd'hui sont complètement assurés pour les préjudices qu'ils subissent en matière de vol de machines de chantier. Effectivement, Dominique disait que le préjudice ne s'arrête pas à la machine, il y a le temps d'exploitation, il y a tout un tas de phénomènes qui viennent se greffer autour. Et voilà, 75% donc des clients ne recourront pas les sommes qu'ils ont perdues en matière de vol. Avec votre expérience, capitaine, est-ce que c'est la première fois qu'une fédération professionnelle s'adresse à vous pour collaborer sur un sujet particulier ? Oui. Après, on a des partenariats avec les constructeurs automobiles d'une manière générale, mais c'est la première fois qu'effectivement, il y a un regroupement de professionnels qui s'adressent à nous. Voilà, on a une vision assez large pour les aider dans leurs problématiques. Oui. Et donc l'idée, c'est de mettre en œuvre une culture de la prévention au sein de la filière. J'imagine que c'est déjà le cas chez Kiloutou. Comment on peut s'appuyer sur ce que vous avez mis en interne pour se mettre, je ne vais pas dire au service de la profession, mais pour partager et être encore plus pertinent dans cette culture de la prévention ? Alors, au sein du DLR, nous, on s'est engagé à partager nos bonnes pratiques, que ce soit en matière de lutte contre le vol simple, mais vous l'avez très bien dit, le vol ne s'arrête pas uniquement au vol de machines, mais aussi au vol d'informations. On parlait du risque cyber, mais on aurait pu évoquer, aujourd'hui 90% de l'information est faite via un format électronique. Donc on a des nouvelles techniques aujourd'hui de fraude qui arrivent avec ce qu'on appelle le spoofing, l'usurpation d'identité, où je cache par exemple mon numéro de téléphone et j'utilise le numéro de téléphone d'un tiers. Donc, voire je récupère un numéro de téléphone et je me fais passer pour quelqu'un d'autre, etc. Donc on peut après en arriver à la fameuse fraude dite au président ou autre, mais la fraude au beau et tout le Bataclan. L'idée, en fait, c'est de dire je mets quoi en place, je décris quoi et je diffuse quoi comme information. Donc nous, on va mettre à disposition au DLR tous nos guides de bonnes pratiques, que ce soit les contrôles que l'on réalise, on est en train de déployer aussi une formation pour nos chauffeurs sur comment je livre le matériel et comment je le sécurise de façon mécanique. Juste en le positionnant d'une certaine manière. Ça sera diffusé au sein du DLR. On est en train aussi d'écrire des documents sur de la sensibilisation, alors je n'irais pas dire jusqu'à informatique, mais en tous les cas, voilà, des idées et des pistes pour que la profession puisse aussi anticiper. Il faut savoir que le problème du vol ne touche pas une enseigne, mais la totalité des enseignes. Donc le partage de cette information dans la lutte contre la criminalité, elle doit pas être individuelle, mais la réponse doit être collective. Isabelle, est-ce que le rôle de l'agence, où on voit physiquement son client, reprend un petit peu sa pertinence, ou ça suffit plus aujourd'hui ? Non, ça suffit plus. De toute façon, effectivement, toute commande est en général informatique, et non, l'agence, le rôle de l'agence n'est pas primordial aujourd'hui. C'est effectivement les informations qui sont remontées via les commandes où il faut être absolument vigilant là-dessus, mais sinon, non, l'agence, c'est fini. Est-ce que, capitaine, l'immatriculation des matériels apporterait un plus, en tout cas dissuaderait davantage les malfaiteurs ? Moi, je ne
pense pas, puisque l'immatriculation, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qui importe, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le numéro de série. Et que les numéros de série soient référencés peut être intéressant, ne serait-ce que... je ne sais pas, une mini-pelle par exemple qui se trouve sur une remorque posée depuis 2 jours sur une aire de repos. Si les gendarmes passent par là et qu'ils se disent à qui appartient cet engin-là, qui la possibilité de contacter Kiloutou ou d'autres partenaires pour dire voilà, j'ai votre pelle qui est là, est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, peut-être que ce serait de la proactivité. En l'occurrence, avec le numéro de série, on peut remonter au constructeur. Est-ce que vous avez des contacts? Sont-ils réactifs? Collaborent-ils avec vous sur ces dossiers-là? On a des contacts auprès des constructeurs et ils sont réactifs. Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. David, on le voit, il y a une réponse en partie technologique, mais pas que. Vous avez des enquêteurs sur le terrain. Est-ce que pour vous, ce binôme continuera dans l'avenir? Pour moi, il est essentiel. Il est essentiel. Je suis dans le métier de la géolocalisation depuis 20 ans. On sait bien qu'une solution technologique ne peut pas répondre seule à ce phénomène. Pourquoi? Parce que c'est rapidement désactivable. Voilà, c'est pas l'objet d'une solution technologique de répondre à cette problématique. Et c'est l'alliance humain et technologie qui fait qu'un détective dispose aussi de moyens supplémentaires sur le terrain et ne dépend pas d'une infrastructure de réseau public et donc menacé par les filières qui sont très organisées. Donc oui, c'est notre devenir. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 2 ans et demi, en intégrant le groupe, on a proposé ce service à nos clients du BTP, parce que c'est une réponse efficiente, ou en tout cas la plus efficiente à date, en matière de lutte contre le vol. Efficiente, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Accessible d'un point de vue financier et d'un point de vue exploitation? C'est oui, bien sûr. De toute façon, on va dire nécessaire aujourd'hui. Oui. Avec la recrudescence des vols, les technologies sont nécessaires. Donc c'est pas pour vous un frein? Non. À la... Ça ne doit pas l'être. Ça ne doit pas l'être? Non. Sur un parc aussi important que celui de Kiloutou, est-ce que ça peut l'être? Il est évident que sur 375 000 machines à peu près, on ne peut pas toutes les équiper. Donc ça va être en équipe quoi, comment. On parlait tout à l'heure de l'immatriculation. L'immatriculation, est-ce que ça peut être une bonne idée ou pas? Oui, sous certaines conditions. Là, on parle purement du management de risque, quoi. En fait, ça me coûte combien l'immatriculation? Avoir une carte grise d'un véhicule par rapport à est-ce que c'est la valeur de ma machine ou est-ce que c'est la valeur de mon vol annuel que je prends, auquel cas il y a des arbitrages à réaliser et c'est pareil pour la partie géolocalisation. Enfin, en tous les cas, ça m'ennuie d'employer le terme géolocalisation, puisque la géolocalisation est un outil et la lutte contre le vol en est un autre. Là aussi, c'est est-ce que je vais utiliser mon système de lutte contre le vol dans mes zones à risque? C'est une évidence par rapport à un endroit où il ne se passe jamais rien. Ça paraît logique. C'est ça. David, on équipe quoi, comment? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors déjà, nous, on équipe que des machines qui font plus d'1 tonne, parce que toutes nos expérimentations sur des machines plus légères se sont avérées infructueuses. Les voleurs rapidement tombent sur le dispositif de protection et le désactivent. Donc le minimum chez nous, c'est une machine d'1 tonne. Ce qu'on équipe le plus, c'est les mini-pelles, 2,5 tonnes en particulier. Pourquoi? Parce qu'elles rentrent sur des remorques de VL. Et il y a autant d'ailleurs de vols pour des filières organisées et du coup de recel de ces machines que de vols opportunistes de la personne qui se dit tiens, comment je pourrais faire ma terrasse ce week-end? Il y en a une là, ça tombe bien. Donc voilà, ce qu'on équipe le plus, c'est quand même les mini-pelles, groupes électrogènes, voilà, tous les équipements qui vont faire plus d'1 tonne. Et malheureusement, non, on n'équipe pas l'intégralité des parcs, parce qu'effectivement, il y a une considération économique à prendre en compte. Après, ce que l'on voit concrètement chez nos clients, c'est que pour 1 euro investi dans un système de sécurité tel que le nôtre,
il y a 4 € de retrouver, voilà, parce que une machine, ça coûte, le préjudice d'une machine coûte en moyenne, à travers d'un sondage qu'on vient de réaliser et qu'on publiera à la fin du mois, 31 000 € par préjudice. Donc à chaque fois qu'on récupère une machine, c'est 31 000 € de gagné ou de pas perdu pour l'entreprise qui nous a fait confiance. Voilà. Et l'investissement au global sur l'ensemble d'un parc est de l'ordre de 4 à 5 fois moins que ce montant-là. Donc c'est rentable aujourd'hui. 31 000 € par préjudice, on comprend les enjeux pour la profession. On aura compris également qu'il fallait jouer collectif. Visiblement, c'est au sein de la commission Altovol que ça se passe. Donc rejoignez cette commission pour travailler de concert avec vos confrères et de temps en temps concurrents. Capitaine, est-ce que les chantiers à l'approche des week-ends sont un petit peu plus surveillés par vos patrouilles? Oui, bien sûr, effectivement. Le fait qu'on ait été sensibilisé par la profession de ces risques le week-end, effectivement, c'est un axe de surveillance des unités gendarmerie et police d'ailleurs. Nous arrivons au terme de cette première table ronde. Avant de rendre l'antenne, nous allons passer aux questions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Mathieu, y a-t-il des questions pour nos invités ce matin? Alors oui, au sein de la rédaction, j'aurais une première question à propos des technologies justement de tracker. Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre de ce côté, des nouvelles approches du point de vue, je sais pas, des protocoles radio La réponse n'est pas pour Dominique, mais il valide déjà. Oui, en fait, tout à l'heure, je parlais de normes parce qu'en fait, il faut que la norme puisse être ouverte, non pas un système de carte SIM ou autre, avec, bon, je ne vais pas rentrer dans la partie technique, soit LoRa ou autre, mais y compris avec du Bluetooth, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'on puisse équiper des systèmes qui communiquent non pas avec du GPRS mais avec du Bluetooth, qui puisse envoyer une alerte à une machine qui, elle, va communiquer autrement. Et pour cela, il faut que le système soit ouvert sur une norme. Donc il faut que ce soit normé et pas que ce système soit fermé, puisque ça faciliterait la récupération de matériel, quoi. Et ça, je reçu David. Oui, alors après, si on norme, on publie. Si on publie, on renseigne le réseau. Voilà. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions. Aujourd'hui, notre réponse, c'est de multiplier les technologies. C'est-à-dire que la dernière génération de boîtiers qu'on a depuis le début de l'année mis en œuvre auprès de nos clients, elle a 9 technologies embarquées. Je ne les citerai pas ici parce qu'on garde notre secret. Alors voilà, on est vraiment... c'est une approche dichotomique là, de se dire est-ce qu'on norme pour renseigner ou est-ce qu'on garde secret? Pour l'instant, on garde secret et on explique à nos clients, et seulement à nos clients, comment ça fonctionne. 9 technologies embarquées, c'est plus de moyens de positionner une machine, c'est plus de moyens de communiquer avec, que ce soit en local ou via une infrastructure publique. Donc voilà, aujourd'hui, notre réponse, c'est de multiplier les technologies pour multiplier nos chances. Une autre question, Mathieu, pour nos invités. Est-ce que vous avez constaté une évolution de la typologie de matériel volé? Est-ce qu'ils sont plus lourds que par le passé? Voilà, est-ce qu'il y a des changements dans la manière, dans le type de matériel? Capitaine, d'un point de vue global, c'est toujours les mini-pelles, les grandes familles de... De notre point de vue, oui, mais... Oui, il y a les mini-pelles, mais oui, on augmente dans la catégorie de mini-pelles. Hein. On était sur la 2 tonnes, on arrive à voler une 5 tonnes ou voire plus. Il y a des vols de compacteurs qu'on avait, enfin autoportés, hein, qu'on n'avait pas avant. Il y a une organisation derrière de voleurs, donc qui dit organisation dit forcément filière plus large pour voler le matériel. Dominique, est-ce que c'est au prorata de l'importance de ces familles de produits dans votre parc? Alors, nous, on a 3 familles de produits qui se font le plus voler. La première, c'est la famille dite TP, hein, les pelles, etc. Ça représente 0,31% de notre parc. La deuxième, c'est l'outillage, qui reste quand même assez important. Pourquoi? Parce que facilité pour le cacher, etc. Difficile de le protéger lorsqu'il est en extérieur. On le protège en agence. Ça représente 0,19% de notre parc.
Et la dernière famille, c'est ce qu'on appelle l'utilitaire, mais pour nous, c'est le camion benne, essentiellement. Alors, si je donne le chiffre, c'est aléatoire, parce que c'est 0,07% du parc, mais il faut être quand même extrêmement vigilant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la géopolitique et en tous les cas la géoéconomie a un impact important. On voit bien qu'il y a des taxes qui sont imposées, et notamment la filière alu qui va être très intéressante avec les pots catalytiques. Ça a toujours été le cas, mais là je pense on anticipe particulièrement ce vol-là, bien sûr. Mathieu, une autre question pour nos invités. Alors dans le chat, on a une question un auditeur qui se demande s'il serait possible de créer une plateforme collaborative pour toute la profession autour de ces vols. Capitaine Olivier, est-ce que ça vous paraît d'abord pertinent? J'ai envie de dire que tout ce qui favorise la diffusion de l'information est pertinent. Après, je ne sais pas. Tout dépend de ce qu'on y met dedans. Quelle donnée on y met? Est-ce que c'est de la donnée nominative, auquel cas on est malheureusement soumis au RGPD, enfin malheureusement ou heureusement, soumis au RGPD, on ne peut pas, sauf si c'est avéré. Donc tout dépend de ce qu'on va y mettre dans cette plateforme collaborative. Les initiatives sont portées actuellement par le DLR. Ça fait partie des chantiers. Alors, par plateforme collaborative, effectivement, est-ce que c'est un forum ou est-ce que c'est une plateforme d'information sur des phénomènes qui ont été identifiés dans des secteurs du pays? Ça, c'est à déterminer. Mais déjà, les travaux qui sont faits en matière d'identification de machines, nous, notre collaboration aussi à cet endroit-là, parce qu'on collecte des photos des machines au moment du montage des dispositifs, donc peuvent renseigner les forces de l'ordre. Oui, ça vient. Est-ce que c'est assez rapide? Je pense pas pour l'auditeur qui pose la question, mais voilà, il faut amener quelques hypothèses autour de cette idée-là. Et pour vous, Dominique, un travail comme il est mené au sein de la commission Altovol est plus efficace pour la filière? Auparavant, on n'avait rien. Donc, entre rien et peu, c'est toujours beaucoup. Forcément. Non, oui, c'est plus efficace. Et ça permet aussi d'avoir un petit peu d'informel et des choses un petit peu plus confidentielles entre confrères. Oui. En fait, encore une fois, l'information, c'est le nerf de la guerre. Donc, lorsqu'on est informé qu'il y a un problème, l'information, elle va être diffusée très rapidement au sein de notre réseau et éviter le vol. Et j'imagine que c'est valable pour l'ensemble de la profession. Isabelle, puisque vous avez été récemment confrontée à ces vols, est-ce que le fait de vous retrouver avec d'autres confrères qui partagent un petit peu les mêmes problématiques, c'est quelque part rassurant, en tout cas? Oui, c'est malheureusement rassurant. Je pense que la collaboration entre confrères est essentielle pour aussi ce qui est de l'escroquerie. Et effectivement, le DLR fait un travail très important là-dessus, et les remontées d'infos sont très, très bénéfiques à tous. Mathieu, une dernière question. Alors, est-ce qu'au-delà des trackers, vous utilisez d'autres moyens de surveillance, type caméra, détecteur infrarouge au sein de vos agences? Pour moi, alors oui, on utilise des caméras, bien évidemment. On utilise des détecteurs, des radars, des contacteurs, enfin toute la part. Enfin, encore une fois, la partie alerte, c'est-à-dire j'alerte avec des systèmes de détection dite électronique, que ce soit un système dit d'alarme, de vidéosurveillance, etc., vient s'ajouter à la première des protections, c'est-à-dire mécanique. Je vous donne un exemple précis. Ça ne sert à rien de mettre un contrôle d'accès sur un rideau. D'abord, on met une porte et une serrure, et après, je mets un contrôle d'accès avec un badge, etc. Et cette porte va être efficace si les personnes qui ont en charge de la fermer vont réellement verrouiller et fermer cette porte. Puisque si je laisse la porte ouverte, ça ne me sert strictement à rien, même si j'ai un système d'alarme. Donc une bonne protection, elle va être efficace à 100% si j'ai l'ensemble des collaborateurs qui sont impliqués dans toute cette chaîne dite sécuritaire. Je rappelle que la chaîne sécuritaire s'évalue à son maillon le plus faible. Clairement. Et il y a une prise de conscience, selon vous, de vos collaborateurs à ces enjeux qui, de temps en temps, pouvaient leur paraître un petit peu lointains? Sur 5000 collaborateurs, oui. Après, c'est en fonction aussi on est tous impliqués en fonction de nos responsabilités.
Mais globalement, oui, encore une fois, la sécurité, c'est pas l'affaire de tous, parce que dire que c'est l'affaire de tous, c'est équivaut à dire que c'est l'affaire de personne, c'est l'affaire de chacun, tous les jours. C'est tous les matins que vous envoyez un petit message en agence? C'est l'affaire de chacun, effectivement. À titre professionnel comme à titre personnel. C'est un engagement personnel avant tout. Et le message est bien reçu? Je pense que le message est bien reçu, oui. Très bien. Et bien, sur cette note positive, nous terminons cette première table ronde. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la seconde table ronde. Nous parlerons gestion de flotte. Okay.